Bonjour à tous, euh, chers confrères, chers consoeurs. Je suis docteur Afassinou. Je suis maître assistant à la faculté des sciences de santé de l'Université de Lomé. J'ai l'immense privilège d'échanger avec vous ce matin sur les douleurs thoraciques aiguës. Pour cette présentation, je m'attends à la fin que nous tous, nous soyons capables de pouvoir décrire 9 caractéristiques sémiologiques de la douleur thoracique, d'être capable de comparer les caractéristiques sémiologiques des douleurs thoraciques en situation aiguë, de pouvoir citer 4 examens paracliniques de première intention devant une douleur thoracique et de pouvoir identifier 4 étiologies devant une douleur thoracique aiguë. Nous allons adopter le plan que voici. En introduction, nous pouvons dire que les douleurs thoraciques constituent une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ressentie à la partie supérieure du tronc. Et la douleur thoracique aiguë, c'est la douleur thoracique qui va être ressentie, que le patient ressent en moins de 14 jours, donc en moins de 2 semaines. Dans cette présentation, bien évidemment, nous allons exclure tout ce qui va constituer des douleurs thoraciques traumatiques. Quel est l'intérêt de ce thème? C'est que c'est un motif fréquent de consultation cardiologique, représentant autour de 19% à Ouagadougou, 4,9% dans les dernières études au CH Sivanis Olympio à Lomé. Les étiologies sont représentées en majorité des cas par les étiologies cardiovasculaires. Le diagnostic se fait à partir des manifestations cliniques polymorphes, dont certains peuvent constituer une urgence cardiovasculaire. Les étiologies sont multiples. L'intérêt au plan thérapeutique revêt le caractère urgent de la prise en charge de certaines situations exprimées par une douleur thoracique. Il ne faut pas perdre de vue que lorsque l'étiologie est une infection grave, elle est potentiellement mortelle. Pour aborder correctement ce terme et pour la compréhension de tout un chacun de nous, il est important de faire quelques rappels. Ici, le thorax est un cylindre de forme irrégulière avec une ouverture supérieure. Permettez-moi de prendre le pointeur, non, je ne l'ai pas. Avec une ouverture supérieure qui représente la base du cou et une ouverture plus large inférieure représentée par le diaphragme. Donc, il est limité en antérieur par le sternum. Il est limité en antérieur par le sternum, par les vertèbres thoraciques et latéralement par les côtes qui s'articulent avec les vertèbres thoraciques en arrière. Sur le plan musculaire, on distingue 3 grands groupes de muscles, dont le plan antérieur qui comporte le muscle grand pectoral, les muscles sous-clavier et le petit pectoral, les muscles intercostaux externes également. Sur le plan médian, on a la dentellée antérieure. Sur le plan postérieur, on a le muscle grand dorsal, les muscles le trapèze, le pectif et le grand rhomboïde. Le contenu du thorax est divisé en 3 compartiments. Donc, on a 2 cavités pleurales à gauche et à droite.
qui entoure les poumons et le médiastin à leur centre. Donc, c'est le médiastin qui est à leur centre, lui-même divisé en 3 compartiments. Donc, on va parler de médiastin antérieur qui contient le cœur, les gros vaisseaux, notamment l'aorte ascendante, les artères pulmonaires, la veine cave supérieure et le thymus. On retrouve au niveau du médiastin moyen la trachée, la carène, les bronches souches, la crosse de l'aorte, la crosse de la zygos et les lymphatiques. Au niveau du médiastin postérieur, on va avoir l'œsophage, l'aorte ascendante, la veine azygos et les nœuds lymphatiques. Quant au cœur, on va observer ici de dedans en dehors l'endocarde, le myocarde et le péricarde. La vascularisation du cœur est un élément important pour assurer une activité efficace, un apport suffisant d'oxygène au myocarde. Donc, on va distinguer 2 réseaux coronaires, le réseau coronaire gauche et un réseau coronaire droit. L'innervation du thorax est assurée par 3 voies afférentes dans les douleurs thoraciques. Donc, on va distinguer les nerfs intercostaux qui va innerver la plèvre pariétale, les côtes, les muscles, la peau. Le nerf vague qui innerve la trachée, les bronches. Les nerfs sympathiques et phréniques qui vont innerver le péricarde, pariétal et les gros vaisseaux. Quant à l'innervation, aussi, il faut savoir que les racines C3, C4, C5, C6, C7 et T1 et T4 innervent le cœur. Le cœur et le membre supérieur sont ici innervés par les racines C3 et T1. Ce qui explique que les douleurs liées à un problème cardiaque peuvent être projetées dans la région de l'épaule, du dos, du cou et du membre supérieur. Donc, ces rappels anatomiques faits nous permettront de comprendre la physiologie de la douleur. Il est important de savoir que la douleur est régie par 4 mécanismes, à savoir la douleur nociceptive. Cette douleur correspond à une atteinte tissulaire locale, mécanique ou inflammatoire. Il y a la douleur neuropathique qui est généralement liée à une irritation régionale d'un nerf. Ensuite, on a la douleur mixte, à la fois nociceptive et neuropathique, qui va associer une double composante. Et enfin, il y a les douleurs psychogènes en rapport avec des troubles psychiatriques sans qu'il n'y existe de lésions tissulaires ou nerveuses objectivables. S'agissant des voies de la douleur, donc le stimulus, ici, le stimulus arrive sur le récepteur sensoriel où se produit une réaction inflammatoire qui va conduire à la libération des médiateurs inflammatoires. Ces derniers vont stimuler les récepteurs du neurone présynaptique, de la corne postérieure de la moelle épinière, qui lui-même va transmettre le message nociceptif au neurone postsynaptique en direction du cerveau et intégrer le message. Donc, ce qui va envoyer un potentiel d'action sur le neurone postsynaptique efférent, puis sur le neurone postsynaptique de la corne antérieure, là,
en direction de l'effecteur. Donc, l'effecteur, ici, qui est un muscle, va déterminer, va ressentir la douleur et la réaction va s'en suivre. Après ces rappels, quelle est la démarche à adopter devant une douleur thoracique aiguë? L'interrogatoire est le temps essentiel qui va préciser l'âge, le sexe, la profession du patient, mais surtout les caractéristiques de la douleur. L'interrogatoire va préciser également les facteurs de risque cardiovasculaire et de maladie thromboembolique veineuse, les antécédents cardiovasculaires pulmonaires, la prise d'un traitement et les signes associés. Quelles sont les caractéristiques de la douleur qu'il faut préciser à l'interrogatoire? On a globalement 9 caractéristiques à connaître. Donc, il y a les circonstances de la douleur. Donc, les circonstances de survenue. Il peut s'agir d'une douleur au repos ou lors d'une émotion, d'un changement de position ou de tout. Il est important de préciser le mode d'installation de la douleur qui peut être brutale ou progressive. Le type de est très important à préciser, qui peut être à type de constriction, à type de coup de poignard, de déchirement, de pesanteur ou de point de côté. Le type de la douleur dans la maladie coronarienne, par exemple, peut être présenté par le geste que fait ce patient sur cette figure-là, qu'on appelle le signe de Levine, donc qui est caractéristique d'une douleur cardiaque dans 77% des cas. En dehors du type, il faut préciser le siège. Le siège rétrosternal ou précordial, basithoracique, unilatéral ou bilatéral, latérothoracique également. Le trajet et l'irradiation de la douleur vers le cou, vers la mâchoire, le bras, le dos, ou un caractère descendant de la douleur vers les lombes, les membres inférieurs, peut orienter vers une étiologie spécifique. L'intensité de la douleur est également à préciser. Cela se fait par les échelles, soit par une échelle numérique simple ou bien une échelle analogique. Dans ces échelles-là, il faut préciser 0 absence de douleur, 10 maximum de douleur. Donc, le patient va se situer à un niveau de l'échelle et cela permet de pouvoir coter convenablement l'intensité de la douleur. Il faut également préciser les facteurs de sédation. Il peut s'agir de repos, l'administration de dérivés nitriques, appelés tinitrine, ou bien la position penchée en avant. Une alimentation également peut calmer la douleur ou certains antalgiques. Les facteurs aggravants, notamment l'effort, la toux, les mouvements, le décubitus ou l'inspiration profonde. L'évolution dans le temps de la douleur doit être également précisée. Ça peut être de quelques secondes à plusieurs jours. J'ai ajouté ici un dixième facteur qui constitue, un dixième caractère qui constitue des signes associés. Notamment, on peut avoir l'altération de l'état général, un syndrome grippal, des manifestations respiratoires, notamment une dyspnée, les manifestations cardiovasculaires, des œdèmes des membres inférieurs, suggestion veine jugulaire et d'autres, les manifestations neurologiques, notamment de la conscience, des manifestations digestives, notamment nausées, vomissements. Après avoir précisé les caractéristiques de la douleur, l'interrogatoire doit rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire et les facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse, notamment facteurs de risque cardiovasculaire
l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome métabolique, comme facteur de risque maladie thromboembolique veineuse, un cancer par exemple, la thrombophilie, une chirurgie récente. L'interrogatoire doit préciser également le mode de vie, la consommation d'alcool, de drogue ou alitements, les antécédents immunoallergiques connus et les antécédents gynéco-obstétricaux. L'interrogatoire va déboucher sur l'examen physique. Le premier temps de l'examen physique sera de rechercher les signes de gravité qui vont permettre de classer cette douleur thoracique aiguë en urgence ou bien en non-urgence. Donc, ces signes de gravité peuvent être respiratoires, notamment les signes de détresse respiratoire, l'existence d'une polypnée ou une bradypnée, l'existence des signes de lutte respiratoire ou l'existence d'une cyanose ou une désaturation inférieure à 90%. Il peut s'agir des signes de détresse neurologique, notamment une confusion ou une agitation, ou des signes de détresse hémodynamique, notamment un état de choc ou des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Cette évaluation initiale va permettre rapidement de décider de l'attitude thérapeutique initiale, notamment s'il existe des signes de gravité, il faut une réanimation immédiate avant de poursuivre l'examen du patient. Sinon, on poursuit l'examen physique qui va porter sur l'examen général, le poids, la taille, la pression artérielle, le pouls, la saturation, l'examen cardiovasculaire qui va comporter l'inspection à la recherche de turgescence veineuse jugulaire, une déformation thoracique, l'existence d'une grosse jambe, par exemple. La palpation va rechercher une asymétrie du pouls, va rechercher le choc de pointe, va rechercher un signe de homance qui, pour rappel, c'est une douleur du mollet à la dorsiflexion du pied, va rechercher un frémissement. L'auscultation du cœur va rechercher une accélération des bruits du cœur, un éclat du deuxième bruit pulmonaire, l'existence d'un souffle cardiaque ou d'un frottement péricardique. L'examen pleuropulmonaire va rechercher à l'inspection une polypnée. À la palpation, on va palper le gris costal, on va rechercher l'existence d'une vibration vocale. À la percussion, on va évaluer la sonorité pulmonaire. L'auscultation va rechercher la présence du murmure vésiculaire, la présence de râles crépitants ou sous-crépitants ou de sibilants. L'examen des autres appareils, bien évidemment, va compléter l'examen physique. Après avoir fait un examen physique, l'ensemble des données va nous orienter vers les examens paracliniques, dont certains sont des examens de première intention, notamment l'électrocardiogramme qui doit être réalisé dans les 10 minutes initialement, dans les 10 minutes idéalement, suivant le premier contact médical. On peut également réaliser une radiographie du thorax, le dosage des dédimères, le dosage des enzymes cardiaques, notamment la troponine. En seconde intention, en fonction du contexte clinique, la biologie va porter sur la numération formule sanguine, le bilan hépatique, la lipasémie. L'imagerie va porter sur l'échographie cardiaque transthoracique et ou transœsophagienne, un angioscanner thoracique, une scintigraphie pulmonaire. On peut également faire un choloscanner ou une fibroscopie ésogastro-duodénale. Une fois que la démarche diagnostique est bien menée, la douleur bien caractérisée, ce serait facile ou évident dans la majorité des cas de pouvoir déterminer une étiologie. Les étiologies des douleurs thoraciques aiguës sont regroupées ici
en deux. On a les étiologies cardiovasculaires et les étiologies non cardiovasculaires. Les étiologies cardiovasculaires constituent en général une urgence cardiovasculaire que nous regroupons sous le mot technique pied. Dans ce pied, on va retrouver la péricardite aiguë, l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, on parle de syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire ou la dissection aortique. Je vais vous exposer rapidement les situations ou les contextes qui vont faire évoquer l'un ou l'autre. Dans le contexte de péricardite aiguë, c'est en général des sujets qui ont une immunodépression ou bien c'est des patients qui ont une notion de tuberculose ou de contage tuberculeux ou un syndrome grippal ou carrément dans un contexte de néoplasie. Dans la situation de syndrome coronarien aigu, il faut rechercher les facteurs de risque athéromateux ou une notion d'antécédent de douleur angineuse. Lorsqu'on pense à une embolie pulmonaire, il faut rechercher très rapidement une notion de néoplasie, un alitement prolongé, une notion de long voyage, une notion de thrombophilie, de maladie inflammatoire ou autre. La dissection survient en général dans un contexte de maladie de Marfan ou bien maladie du tissu conjonctif ou une hypertension artérielle. Lorsqu'on a ces contextes, il faut bien caractériser les douleurs pour pouvoir déterminer quelle étiologie spécifique. Lorsqu'on prend la péricardite aiguë, le mode d'installation de la douleur est variable. Le siège est souvent précordial, l'intensité est variable. Le type de la douleur est également variable. Ça peut être soit en coup de poignard ou en forme d'une brûlure. L'irradiation peut se faire vers le dos, vers le bras, mais cette irradiation n'est pas vraiment spécifique. C'est une douleur qui survient de façon spontanée. Ça peut durer plusieurs heures à plusieurs jours. Et à cette douleur-là, c'est le caractère d'accalmie de la douleur lorsque le patient est penché en avant ou lors de la prise d'anti-inflammatoires. Les facteurs aggravants, c'est l'inspiration et le décubitus dorsal. Cette douleur-là va être accompagnée d'un certain nombre de signes que nous allons voir sur la diapositive suivante. Quand il s'agit de l'embolie pulmonaire, la douleur survient le plus généralement de façon brutale. Le siège est souvent basithoracique, ça peut être basithoracique unilatéral ou bilatéral. L'intensité est souvent sourde. Il s'agit le plus souvent d'une douleur à type de coup de poignard ou de poing de côté. Il n'y a pas souvent d'irradiation. Cette douleur, elle est spontanée, augmentée par la respiration, augmentée souvent par l'inspiration profonde, la toux. La durée est variable. Il n'y a pas souvent de facteurs d'accalmie. Elle est augmentée, comme je l'ai dit tantôt, par la respiration et la toux. Dans le contexte de dissection aortique, il s'agit d'une douleur de survenue brutale. Le siège rétrosternal ou thoracique antérieur, c'est une douleur qui est d'intensité violente, à type de déchirure. C'est une douleur qui est transficiente et a un caractère migratoire particulier. Donc, cette douleur-là descend dans le dos, les lombes, en suivant le trajet de l'aorte. C'est une douleur qui est spontanée, qui va durer plusieurs heures, n'a pas de facteur d'accalmie ni de facteur aggravant. En cas de syndrome coronarien aigu, il s'agit d'une douleur de survenue brutale, le plus souvent de siège rétrosternal ou médio-thoracique.
L'intensité est variable, mais cette douleur, elle est souvent angoissante. C'est une douleur à type de constriction, de serrement ou d'étau, d'oppression thoracique. Cette douleur irradie vers le cou, la mâchoire, les bras. C'est une douleur qui survient le plus souvent au repos et c'est une douleur qui est prolongée, supérieure à 20 minutes. Elle est résistante à la trinitrine, mais calmée par les antalgiques morphiniques. Déjà, lorsque le décor sur les caractéristiques de cette douleur-là est bien planté, connu, l'examen physique va rechercher, quand il s'agit d'une douleur orientant vers péricardite, l'existence d'une fièvre, d'une dyspnée associée. L'auscultation cardiaque va noter les bruits du cœur qui sont assourdis et peut mettre en évidence un frottement péricardique. Donc, dans ce contexte-là, le premier examen à demander, c'est l'électrocardiogramme qui va mettre en évidence des troubles de la repolarisation qui sont classés selon le stade de Haussmann en fonction du délai du diagnostic. En général, c'est un sus-décalage du segment ST à concavité supérieure. La radiographie du thorax va mettre en évidence une cardiomégalie globale, qu'on appelle cardiomégalie en carafe, en calebasse ou antérière. Une radiographie thorax normale n'élimine pas une péricardite. Ça peut être une péricardite sans épanchement. Donc, on peut avoir une radiographie du thorax normale. À la biologie, on va avoir un syndrome inflammatoire biologique. La confirmation diagnostique va être apportée par l'échographie cardiaque qui va mettre en évidence un espace vide d'écho entre les ferrets péricardiques qui va traduire l'existence d'un épanchement péricardique. Dans le cadre d'une embolie pulmonaire, l'examen physique va mettre en évidence une tachycardie, une dyspnée, et va nous permettre de pouvoir évaluer un score important que vous connaissez déjà presque tous, qu'on appelle le score de Wells. L'électrocardiogramme va mettre en évidence une tachycardie, des éléments qui vont montrer qu'il y a une surcharge du cœur droit, notamment un aspect S1Q3, un aspect de bloc de branche droit, ou bien des ondes T négatives dans le territoire qui explore le ventricule droit V1 à V3. La radiographie du thorax peut montrer une surélévation d'une coupole diaphragmatique ou bien des bandes d'atelectasie. Une radiographie du thorax également normale n'élimine pas une embolie pulmonaire. Donc, ici, le dosage des dédimères va être forcément élevé. L'angioscanner thoracique va confirmer le diagnostic en mettant en évidence un matériel endoluminal dans le tronc ou l'une des branches de l'artère pulmonaire. Physique peut mettre en évidence un souffle systolique d'insuffisance, un souffle diastolique, pardon, d'insuffisance aortique, une asymétrie tensionnelle entre bras droit et bras gauche et une asymétrie également de pouls. Le CG peut être normal. La radiographie du thorax va montrer un élargissement du bouton aortique avec une image en double contour. La confirmation diagnostique va être apportée par l'angioscanner thoracique ou l'échographie transœsophagienne qui va mettre en évidence le vrai chenal, le faux chenal et le flap intimal. Dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu, cliniquement, on peut mettre en évidence d'autres signes associés, mais ces signes, souvent, peuvent être des signes de complications, notamment une dyspnée. Ou bien lorsque l'infarctus le syndrome coronarien aigu concerne le territoire inférieur, on peut avoir des signes digestifs, notamment des nausées, vomissements. L'électrocardiogramme va mettre en évidence un sus-décalage du segment ST ou un sous-décalage selon qu'on soit dans le syndrome coronarien aigu, ST plus ou ST moins. La radio thoracique est souvent normale. La biologie va mettre en évidence
une élévation de la troponine I et la coronarographie permet de mettre en évidence la lésion coronaire et de permettre la revascularisation. En dehors de ces quatre urgences cardiovasculaires, on peut rechercher également d'autres causes de douleurs thoraciques aiguës d'origine cardiovasculaire, notamment une cardiomyopathie, un œdème aigu pulmonaire ou une myocardite. Il existe des étiologies non cardiovasculaires des douleurs thoraciques, notamment pleuropulmonaires, digestives, pariétales ou psychogènes. Nous allons commencer par les douleurs pleuropulmonaires. Il peut s'agir d'une pneumopathie. En dehors de la douleur thoracique, on va avoir une toux, une fièvre et à l'examen physique, un syndrome de condensation pulmonaire. Il peut s'agir d'un pneumothorax spontané. En général, c'est un sujet jeune longiligne avec une douleur thoracique. Et à l'examen physique pulmonaire, on va retrouver la triade de Gaillard, notamment une abolition des vibrations vocales, un tépanine et une abolition des mimi vésiculaires. Donc, la radiographie du thorax va nous montrer des images en faveur d'un épanchement pleural gazeux. Il peut s'agir d'une pleurésie. Cette pleurésie-là, devant cette douleur thoracique de type pleural augmentée à l'inspiration, l'examen physique va montrer une abolition des vibrations vocales, une matité et une abolition des mimi vésiculaires. La radiographie du thorax va mettre en évidence une opacité qui va faire évoquer un épanchement pleural liquide. Quant aux douleurs d'origine digestive, la radiographie, on peut noter une rupture œsophagienne. Ceci survient en général dans un contexte d'effort de vomissement ou d'alcoolisme. Il s'agit d'une douleur brutale, intense épigastrique, rétrosternale basse, à irradiation ascendante vers le cou et la mâchoire. Cette douleur peut s'associer à une dyspnée, à une toux ou à une fièvre. L'examen physique va noter des crépitations neigeuses dans l'air précordial. Il s'agit de reflux gastro-œsophagien, c'est une douleur à type de brûlure rétrosternale rythmée par les repas et atténuée par les repas alcalins. Il peut s'agir de spasme œsophagien, donc c'est une douleur qui va mimer une douleur du syndrome coronarien aigu. Cette douleur, elle est constructive, mais elle va être déclenchée par la déglutition. Elle est également calmée par la trinitrine, ce qui peut rendre le diagnostic difficile. Il peut s'agir d'un ulcère gastro-duodénal. Cette douleur est du siège plutôt épigastrique, à type de crampe de brûlure qui va irradier dans le dos, rythmé par les repas, calmé par les alcalins, avec une périodicité particulière. Il peut s'agir d'une pancréatite aiguë ou des douleurs d'autres étiologies, notamment une cholécystite ou une colopathie fonctionnelle. On peut également être dans un contexte de douleur pariétale, notamment le syndrome de Thiès, qui est une douleur musculo-ligamentaire à l'insertion du grand pectoral sur le sternum. Il peut s'agir d'un syndrome de Sirias, qui est une douleur du rebord chondrocostal d'un côté, affectant en l'occurrence les 8e, 9e, 10e côtes. Il peut s'agir d'une lésion sternale qui peut être infectieuse, qui va donner une douleur ou néoplasique ou un zona intercostal. La douleur est intense à type de brûlure localisée à un ou plusieurs dermatomes. Parmi les douleurs pariétales, on peut également parler du syndrome de Pankos-Kodias, qui est une douleur scapulaire et claviculaire associée à une destruction des deux premières côtes suite à un cancer de poumon siégeant au niveau de l'apex. Enfin,
Comme étiologie, nous avons des douleurs psychogènes. Cela survient en général dans un contexte psychiatrique particulier, dans une situation conflictuelle. La douleur est de siège précis, mais peut changer au cours des examens. Il y a une absence de rapport avec l'effort. Il y a plutôt un rapport avec l'émotion et la fatigue. La durée est brève, peut se faire en quelques secondes à peine. L'examen physique est souvent normal. La radiographie du thorax est normale, l'électrocardiogramme est également normal. Chers confrères, nous pouvons conclure que les douleurs thoraciques, surtout aiguës, constituent des motifs fréquents de consultation en cardiologie. Les étiologies sont multiples. Une démarche diagnostique rigoureuse est importante qui va prendre en compte les caractéristiques de la douleur, mais aussi il est vraiment important de pouvoir, devant une douleur thoracique, rechercher des signes de gravité afin de faire une prise en charge précoce et surtout ne pas passer à côté des urgences que constituent la péricardite, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire et la dissection aortique. Je vous remercie de votre attention tout en vous disant que cette présentation coïncide avec le mois de la cardiologie interventionnelle à l'hôpital Dr Lafia, qui est un hôpital de référence à Lomé. Au cours de ce mois, nous faisons des actes de cardiologie interventionnelle à des patients à un coût vraiment très réduit et aussi nous faisons des sensibilisations pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Je vous invite également à prendre part au prochain congrès national de la Société de cardiologie du Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. Merci également à tous nos participants pour leur écoute soutenue. Nous allons à présent ouvrir une phase importante de cette session, la phase des questions-réponses, durant laquelle vous êtes invités à poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations, mais également à partager des expériences en rapport avec la thématique du jour pour enrichir la pratique de tout un chacun. Donc, comme vous le savez, nous avons deux manières de procéder. Vous avez soit la possibilité de lever la main, d'ouvrir vos micros pour poser directement vos questions après sollicitation ou de poser vos questions directement dans le chat et je me chargerai de les lire pour le professeur. Donc, vraiment, n'hésitez pas, sentez-vous libre de poser toutes vos questions et de partager des expériences en rapport avec le sujet. Professeur, si vous pouvez également, bon, si vous pensez également qu'il serait utile d'insister sur certains aspects de la présentation, c'est aussi le moment de revenir dessus, pourquoi pas, ou de proposer un bref résumé de ce qu'on pourrait retenir de la thématique du jour. D'abord procéder aux questions et à la fin, je vais faire peut-être un petit résumé ou bien un partage d'expérience. D'accord. Alors, je n'ai pas encore de questions dans le chat et pas de main levée. En attendant, je vais rappeler rapidement la procédure pour l'obtention de l'attestation du webinaire du jour. Alors, pour obtenir votre attestation de suivi, vous serez invité à vous connecter à la plateforme Emma Learning avec vos identifiants si vous avez déjà un compte Emma. Sinon, nous allons mettre dans le chat le lien à travers lequel vous pourriez vous inscrire. Dans un second temps, vous allez dans la session webinaire passée, vous tapez la thématique du jour, douleur thoracique aiguë. Vous allez cliquer sur le bouton Obtenir une attestation, généralement disponible 2 à 3 heures après la mise en ligne du replay. Et vous serez soumis à un questionnaire d'évaluation auquel vous réussirez si vous avez 60% de bonnes réponses aux questions posées, questions qui seront bien évidemment relatives à la thématique. Et après cela, vous pourriez télécharger votre attestation de succès. Donc, la procédure sera remise par écrit dans le chat.
Et pour toute autre préoccupation, nous restons joignables via WhatsApp au plus 229 96 70 81 30. Je répète, plus 229 96 50 81 30. Euh, alors, merci beaucoup au docteur pour la brillante présentation de monsieur ou madame Nasser, je sais pas. Merci à vous pour avoir suivi, pour le retour. Alors, docteur, comme nous n'avons pas de questions pour le moment, et si nous commençons par le résumé, le temps que les participants se manifestent. D'accord. Ben, pour résumer, lorsqu'un patient se présente devant nous pour une douleur thoracique, il est vraiment important de caractériser la douleur. Il faut éviter de prendre les symptômes à la légère. Il faut tout de suite, en fonction des réponses que le patient donne, je dis par exemple, quelqu'un qui vient pour dire que j'ai une douleur thoracique aiguë de repos, déjà, lorsqu'on lui demande les autres caractéristiques, notamment, très important, le type de la douleur, il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que le patient lui-même devine. Donc, il faut qu'on lui propose les, des types de douleurs. Notamment, on peut lui demander est-ce que c'est une douleur qui est constrictive? Est-ce que c'est une douleur qui est comme un poids? Est-ce que c'est une douleur qui serre la poitrine? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça déchire? Mais même quant au trajet de la douleur, il faut essayer de montrer est-ce que ça va vers le cou, ça va, plutôt que de chercher à ce que le patient puisse nous donner les caractéristiques parce qu'en général, ils ne le savent pas. Et tout ceci, bien évidemment, en ayant l'œil déjà, quand un patient ne va pas bien, j'ai quelqu'un qui a une douleur thoracique, qui est en détresse respiratoire, je vais rapidement mettre en place les mesures de réanimation, détresse respiratoire, oxygénothérapie, par exemple, prise de voie veineuse de bon calibre, ou bien le patient est en choc cardiogénique, il faut rapidement prendre une voie veineuse de bon calibre, soit on est dans une situation, on va mettre des amines vasopressives ou pas, et finir l'interrogatoire. Lorsqu'on est devant une douleur thoracique aiguë, au niveau cardiovasculaire, les causes qui peuvent emporter les patients rapidement, il y a la douleur, j'ai dit, syndrome pied, il y a la dissection aortique. Dans la dissection aortique, dans les pays occidentaux, il y a 50% de mortalité. Donc, imaginez chez nous. Du coup, lorsqu'on fait encore, on passe à côté du diagnostic, peut-être que le patient mourra sans qu'on ne sache pas de quoi le patient souffre. Donc, le type de douleur a un caractère migratoire particulier, en général, quel que soit le type, et que le patient dit que la douleur descend dans le dos, ça va vers les lombes, il faut qu'on pense à la dissection aortique. Et lorsque la douleur s'accompagne d'une asymétrie de pouls et de tension, je rappelle qu'il faut prendre la tension aux deux bras, obligatoirement, quand un patient se présente devant vous pour une douleur thoracique. Et il faut palper les pouls. Ça va nous aider à pouvoir rapidement savoir que c'est lié à une dissection aortique. Si c'est un syndrome coronarien aigu, ben, en général, c'est une douleur qui est brutale. Le patient est venu brutal au repos. Ça s'accompagne de constriction. C'est une douleur à type de constriction. C'est une douleur qui est prolongée de plus de 20 minutes et que c'est une douleur qui n'est pas, ça dit que n'a pas d'accalmie. Si vous avez trinitrine dans votre trousse, vous pouvez l'administrer au patient en vérifiant bien sûr la tension artérielle qui n'est pas, si elle n'est pas basse. La douleur n'est pas calmée, vous faites rapidement un ECG à ce patient-là et vous avez le diagnostic. C'est-à-dire que j'ai fait abstraction de présenter les images de CG, les images de scanner, sinon la présentation risquait d'être longue et on risque de ne plus suivre.
Maintenant, l'embolie pulmonaire, c'est également un autre phénomène. En général, c'est contexte périopératoire, patient alité depuis quelques jours, tout ça. Et la douleur, ça peut être n'importe quoi. Ça, en général, c'est une douleur basithoracique, mais ça peut être un tableau bâtard avec asthénie, avec dyspnée. Et en dehors les dédimères, ça peut être un contexte inflammatoire parce que mais l'embolie pulmonaire s'est surinfectée, donc les dédimères vont être fortement élevés. Lorsqu'on y pense, il faut commencer le traitement et faire l'angioscanner thoracique. Lorsqu'on ne peut pas faire un angioscanner thoracique, si on peut au moins faire une échographie cardiaque à la recherche des signes de cœur pulmonaire aigu, notamment dilatation des cavités cardiaques droites, hypertension artérielle pulmonaire, ça aide rapidement pour le diagnostic. Voilà un peu ce que je voulais dire en résumé. Maintenant, les autres causes, bon, on s'en sort tous les jours, hein. Ok, merci beaucoup, docteur. C'est très gentil pour ce résumé très, très intéressant. Je n'ai toujours pas de questions dans le chat, toujours pas de mail levé. Alors, je vais peut-être ouvrir le page. Donc, quels sont les éléments clés de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui, selon vous, permettraient de distinguer du bloc thoracique d'origine cardiaque du bloc d'origine non cardiaque? Merci. Les éléments de l'interrogatoire, déjà, il faut, si le patient a un facteur de risque cardiovasculaire, déjà, ou bien un facteur de risque de maladie thromboembolique veineuse. Les facteurs de risque cardiovasculaire, nous savons nous tous, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la dyslipidémie, l'obésité avec sa composante abdominale, la sédentarité. Aujourd'hui, le stress, l'exposition, par exemple, aux polluants également. Et ne pas oublier l'hérédité coronarienne. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des familles de coronariens. Donc, il faut avoir, lorsqu'on a ces informations-là déjà, on sait que, attention, on peut aller vers une étiologie cardiovasculaire. Il y a également les facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse, notamment l'alitement prolongé, s'il y a un cancer, par exemple, ou bien il y a une notion de thrombophilie, il y a une chirurgie récente. Ensuite, il y a le caractère de la douleur. Les 9 caractères que j'ai résumés. C'est pourquoi j'ai fait un tableau en mettant, en comparant les différentes caractéristiques de la douleur. Mais si vous avez par exemple une douleur qui est rétrosternale, qui est calmée par les aliments, vous allez passer, vous allez tout de suite, vous allez dire que c'est digestif. Mais lorsque cette douleur-là n'est pas calmée, c'est une douleur qui est survenue brutale, c'est une douleur qui est soit en coup de poignard, basithoracique déjà, ça vous oriente. Donc, le mode de survenue de la douleur, le siège de la douleur, le type de la douleur, très important, les irradiations de la douleur, le, la durée de la douleur sont des éléments aussi importants que, par exemple, les facteurs de sédation et des facteurs d'aggravation. Si je prends vous avez une douleur thoracique augmentée à l'inspiration profonde, franchement, il faut penser très rapidement à l'embolie pulmonaire quand on sait que une pleurésie peut donner ça parce que c'est le caractère des douleurs de type pleural. Maintenant, une douleur, vous allez tout de suite penser que, attention, il y a du liquide dans le sac péricardique. Donc, quand le patient se penche en avant, ça diminue la pression dans le sac péricardique et ça diminue la douleur. Je ne sais pas si vous me suivez. Parfaitement, docteur, nous vous suivons. A priori, il n'y a pas de questions. Bon, peut-être que ce n'est pas, le message n'est pas bien passé Il parce y a, que ça devait être même des échanges. il y a une question dans le chat. J'attendais que vous finissiez pour... Ok, allez-y.
Salut. Merci, docteur, pour votre présentation. Je suis le docteur Choumi Roussel Joël. J'espère avoir bien prononcé le nom. Médecin généraliste camerounais. S'il vous plaît, docteur, au lieu de proposer les différentes descriptions de la douleur aux patients, ne serait-il pas mieux de demander aux patients de décrire ce qu'ils ressentent et essayer de comprendre ce qu'ils ressentent avant d'essayer de clarifier? Je demande cela parce qu'avec ma petite expérience, j'ai constaté qu'en demandant aux patients comment ils se sentent, en proposant les différents types de douleurs, ils essayent de choisir parmi ce qu'on leur a proposé et ne décrivent pas toujours ce qu'ils ressentent. Euh, Docteur, vous voulez que je Ça va? revienne? Non, c'est bon, c'est juste la question que nous avons pour le moment. D'accord. Ben, il y a parfois où elle peut avoir raison, il y a des moments où elle peut avoir raison. Mais en général, les patients vont vous égarer. Les patients vont vous égarer parce que parfois, ils ne peuvent même pas bien exprimer. Il y a souvent des patients même qui confondent douleur thoracique et palpitation. Le seul fait de lui dire, est-ce que c'est le cœur, ça bat, c'est le cœur qui bat rapidement ou bien ça fait tout mal, ça vous permet de faire la part des choses. Il y a des moments, le plus souvent, où moi, en tout cas, je suis dans la gestion des maladies coronaires. En général, les patients, rares sont les patients qui vont vous dire tout de suite que ma douleur, ça sert. Ça, c'est des patients qui sont cultivés, qui ont une certaine expérience, tout ça là, de la question. Sinon, le patient, quand vous allez dire quel est le type de douleur, il va vous dire ça me fait mal. Vous demandez le type, ça me fait mal. Donc, il doit savoir, vous êtes censé connaître tous les types de douleurs et vous demandez au patient, est-ce que ça serre, ça pique, ça brûle, ça tire, tout ça. Même en disant tout ça, le patient va vous dire, ça fait mal. Vous êtes obligé de vous calmer pour lui dire non, parce que s'il ne précise pas le type spécifique, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et attention, un même patient qui vous décrit quelque chose de façon libre, lorsque on revient l'interroger, peut changer d'avis parce qu'il ne comprenait pas bien. L'interrogatoire, ce n'est pas, ça dit que ce n'est pas, ça ne veut pas dire, orienter le patient ne veut pas dire lui imposer ce qu'il faut dire, mais c'est de lui permettre, de lui faciliter les tâches en lui donnant toutes les panoplies d'éléments dans chaque caractère de douleur. Maintenant, si vous avez des patients qui peuvent tout de suite, ils sont cultivés. J'ai des patients déjà, quand ils me disent que non, docteur, j'ai mal à la poitrine, ça serre, ça serre, ça descend ici, tout ça. Déjà, le diagnostic est fait même au téléphone avant que même le patient n'arrive à mon niveau. Voilà ce que je voulais donner comme réponse pour ne pas être long. Est-ce que le docteur est satisfait? Merci pour votre réponse, docteur. J'espère aussi que docteur Roussel est satisfait. Et puis, excusez-moi, ce que je voulais ajouter, c'est que il faut aller vite. Donc, du coup, vous pouvez avoir des patients très logoriques hein, si vous êtes aux urgences, parce que tout ce qu'on présente, c'est surtout pour la gestion des urgences. Si vous êtes aux urgences et vous voulez trop traîner, vous allez passer énormément de temps sur des patients. À la fin, vous n'aurez pas le diagnostic parce que vous avez plusieurs choses à faire à la fois. Donc, il faut rapidement orienter les caractéristiques et pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, de plus en plus, qu'est-ce qui se fait? C'est que le patient vient. La remarque, hein, c'est que le patient vient, il est très peu interrogé. Le médecin aux urgences, il demande tous les examens, dédimètre, tropo, tout ça. Et par coup de chance, on a un tropoline qui est élevé. Ben, il appelle le cardiologue pour demander interprétation. Maintenant, on est obligé d'aller vers les urgences pour réinterroger le patient parce que tout ça, ça s'interprète dans un contexte particulier. Donc, on comprend, hein, ils ont beaucoup de choses à faire aux urgences. Donc, c'est pourquoi la proposition, c'est d'avoir un schéma qui permet d'aller très, très vite. Ils savent déjà comment identifier les signes
vitaux ou bien les signes de gravité pour pouvoir mettre le patient dans un circuit court ou bien dans un circuit long. Donc, en dehors de ça, euh, il faut pouvoir vite caractériser la douleur pour classer les patients à envoyer soit rapidement sur la table de coronarographie pour ne pas perdre du temps. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, tout à l'heure, vous avez souligné l'importance du stress dans l'origine des douleurs thoraciques. Je voulais demander, est-ce qu'il y a une possibilité que les douleurs thoraciques soient révélatrices des pathologies psychiatriques, par exemple? Et si oui, quelles sont les pathologies auxquelles il faut faire attention, auxquelles il faudra penser? Merci. Euh, C'est-à-dire que souvent, c'est dans des contextes, les douleurs qui sont liées au stress, c'est dans des contextes de conflit, hein, dans des contextes de conflit, souvent, ou bien dans des contextes de surménage. Vous donnez le type de pathologie psychiatrique, c'est que j'irai trop en besoin parce que ça, c'est beaucoup plus du domaine des psychiatres. Mais quand même, avant d'en arriver là, c'est que vous êtes sûr d'avoir éliminé toute cause organique. Parce que ce qu'on rencontre, c'est que c'est le psychiatre qui a le patient et qui pense que ce n'est pas psychiatrique et qui nous le retourne. Parce que n'oubliez pas que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, on va dire à tort que c'est une douleur psychogène, mais malheureusement, c'est une atteinte organique authentique. Maintenant, le type de pathologie psychiatrique, je ne maîtrise pas trop. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons une autre question. Bonjour, docteur, merci pour votre présence. Pouvons-nous avoir des douleurs le pied? Je n'ai pas bien suivi. Je pense que le participant demande les grandes lignes du traitement des douleurs d'origine cardiaque, c'est-à-dire péricardite, péricardite, infarctus, embolie pulmonaire, dissection aortique. Dans les grandes lignes de traitement, c'est ça? Les grandes lignes du traitement. D'accord, bon. Excusez-moi de n'avoir pas abordé cet aspect. C'est vrai qu'on aurait pu l'ajouter. Euh, c'est en fonction de l'étiologie de la douleur. Moi, je vais m'attarder seulement sur les douleurs cardiovasculaires, les douleurs thoraciques aiguës d'origine cardiovasculaire dans le cadre du syndrome pied. Lorsque c'est une péricardite, il faut aller vider le liquide, il faut aller faire soit une ponction péricardique ou un drainage péricardique et analyser le liquide. Le liquide est ponctionné, envoyé pour examen de chimie. On va déterminer si c'est un liquide qui est oxydatif ou transidatif. Ensuite, on va voir la cellularité, la cytologie, lymphocytaire ou non. On peut rechercher le bacille de Koch dans le liquide. On peut également rechercher les cellules néoplasiques. Maintenant, en fonction de l'étiologie spécifique de cette péricardite-là, on va administrer le traitement qu'il faut. Dans l'embolie pulmonaire, le traitement de l'embolie pulmonaire revêt deux aspects. Le premier aspect, c'est que lorsque vous suspectez ou bien lorsque vous confirmez une embolie pulmonaire, il est important d'évaluer la sévérité de l'embolie pulmonaire. La sévérité de l'embolie pulmonaire va utiliser les éléments cliniques. Vous pouvez cliquer sur Internet, vous allez voir le score de PESI. PESI, ça s'écrit PESI. Donc, ces éléments vont vous permettre, lorsque le score de PESI est à 0, ce score prend en compte la fréquence cardiaque et d'autres éléments. Donc, lorsque le score est inférieur à 0, donc ça veut dire que l'embolie pulmonaire est à faible risque. Maintenant, lorsque le score est à
1, au-delà de 1 et plus, l'embolie pulmonaire est à risque intermédiaire. Vous allez comprendre pourquoi il faut classer comme ça. Maintenant, il y a d'autres éléments, notamment l'échographie cardiaque, les dosages de la troponine, des BNP, qui vont permettre de pouvoir dire si cette embolie pulmonaire à risque intermédiaire est à risque intermédiaire élevé ou à risque intermédiaire bas. Maintenant, troisième élément, une embolie pulmonaire avec une hypotension ou bien un choc. Hypotension, c'est pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Ou bien, vous avez votre patient hypertendu connu qui est traité, qui vous dit que j'ai arrêté mon traitement depuis quelques jours, depuis que j'ai eu les symptômes, mais il a anormalement ces chiffres tensionnels qui sont spontanément normaux. Ça doit attirer votre attention que le patient fait un choc cardiogénique parce que c'est à cause de l'embolie pulmonaire que les chiffres tensionnels est spontanément, le chiffre tensionnel est spontanément normal. Ou bien vous avez une baisse de plus de 40 mm de mercure pendant au moins 15 minutes. Ça traduit une embolie pulmonaire sévère. Dans le cadre de l'embolie pulmonaire sévère, le traitement, c'est la thrombolyse. Donc, il faut utiliser un médicament pour aller détruire le caillot en urgence. Sinon, le pronostic vital du patient est tout de suite mis en jeu. Donc, les thrombolytiques continuent de l'utiliser de façon courante. Sinon, il y en a plus cher, la streptase, la métalyse et autres. Mais c'est la streptokinase qui est le moins cher et facile à utiliser. Ensuite, si c'est l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire, si c'est à risque intermédiaire haut, par exemple, vous anticoagulez le patient seulement, mais vous avez les thrombolytiques en expectative armée. Au cas où l'état se dégradait, vous allez thromboliser. Maintenant, à risque intermédiaire, faible ou bien bas, ben, vous suivez. Ça peut passer d'un niveau à un autre. Maintenant, embolie pulmonaire à risque faible, ces patients-là peuvent être traités en ambulatoire. Hein. On peut ne pas être obligé de les hospitaliser en fonction des situations. Maintenant, en dehors de ces éléments-là qui vont évaluer la gravité, il y a d'autres éléments, notamment quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire sur une pathologie pulmonaire préexistante, c'est une embolie pulmonaire grave. En dehors de l'embolie pulmonaire, il y a la dissection aortique. Le traitement de la dissection aortique, c'est la chirurgie. Son traitement, c'est la chirurgie. Là encore, il faut faire le diagnostic. Il faut avoir cette chirurgie-là disponible. Ça fait partie de la chirurgie cardiaque, chirurgie cardiovasculaire. Dans le syndrome coronarien aigu, où je vais être un peu plus long, mais lorsque le patient, vous évoquez un syndrome coronarien aigu, soit c'est un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, ça c'est une extrême urgence. Il faut que vous vous arrangez à ce que le patient arrive dans un centre de prise en charge dans moins de 120 minutes. Sinon, idéalement, les 120 minutes, c'est pour qu'on puisse aller faire une coronarographie et faire rapidement une angioplastie par voie, une angioplastie, aller mettre un stent. Sinon, dans les 90 minutes, il faut utiliser un thrombolytique pour aller détruire le caillot rapidement et maintenant envoyer le patient pour aller faire une coronarographie. Parce que lorsque cela n'est pas fait, au-delà de 6 heures, ou bien pour être plus clément, au-delà de la 12e heure, le patient a une nécrose myocardique qui est irréversible. Le muscle est détruit et à vie. Ça veut dire que quand un patient a une douleur thoracique, il faut faire attention parce que le délai est un élément important. Lorsque il a une douleur, vous le voyez en consultation, vous pensez à un syndrome coronarien aigu, de grâce, il vaut mieux appeler un cardiologue et orienter tout de suite le patient plutôt que de lui donner un bulletin, lui dire aller en consultation cardiologique ou bien envoyer le patient dans un service d'urgence cardiologique pour que le patient soit pris en charge rapidement. Parce que lorsqu'on donne un bulletin, vous ne savez pas quel temps le patient va prendre
Et aussi, si vous avez la possibilité de faire un électrocardiogramme chez vous, vous faites un électrocardiogramme. Aujourd'hui, avec la télémédecine, on peut vous aider à l'interpréter à distance à tout moment. Si vous n'avez pas d'électrocardiogramme chez vous, il faut éviter de donner un bulletin au patient d'aller faire un électrocardiogramme quelque part où vous ne savez même pas si ça va être interprété ou bien le patient va prendre l'électrocardiogramme tout de suite. Il vaut mieux envoyer le patient dans un milieu où il peut faire un électrocardiogramme, l'électrocardiogramme va être lu et il va être pris en charge pour réduire les délais. Donc, en dehors de ces médicaments, par exemple, en dehors d'aller faire une thrombolyse ou bien d'aller faire une angioplastie, le patient doit être anticoagulé. C'est soit héparine non fractionnée ou bien héparine de bas moléculaire, l'octaparine de sodium. Le patient doit bénéficier d'une double antiagression plaquettaire, notamment de l'aspégique et acide acétylsalicylique, ou bien associé au clopidogrel ou bien au ticagrelor. Il y a d'autres antiagressions plaquettaires. Maintenant, si ce n'est pas un sous-décalage, si ce n'est pas un syndrome coronarien aigu avec sous-décalage persistant du segment ST, là encore, il y a d'autres choses. Il faut évaluer les gravités parce que le patient peut être en œdème aigu pulmonaire. Il y a, quoi qu'il en soit, il faut, une fois que vous pensez à un syndrome coronarien aigu, soit vous êtes dans un milieu cardiologique, vous le prenez en charge, ou bien vous l'envoyez en milieu cardiologique, assister, sans lui dire allez-y vous-même, mais il faut l'assister pour que la prise en charge soit correcte. Ce patient-là reviendra quelques jours plus tard vous dire que docteur, vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'en ai fini. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons une autre question dans le chat. Merci au cher maître pour la présentation. Je suis le docteur Azuma François, médecin généraliste au Goulet. J'ai deux questions. J'aimerais savoir s'il y a des cas de survenue d'infarctus du myocarde sans douleur thoracique classique. Et si oui, comment l'expliquer? Ma deuxième question, quelles mesures urgentes pouvons-nous prendre dans un centre périphérique, surtout en milieu rural, avant référence chez un patient présentant une douleur thoracique aiguë à caractère d'origine cardiovasculaire? Douleur thoracique aiguë cardiovasculaire. Merci d'avance, docteur. Voudriez-vous que je reprenne les questions? C'est bon pour moi. D'accord. D'accord. Je remercie le confrère pour sa question. Oui, bien évidemment, la douleur thoracique, c'est le maître symptôme. Mais le patient peut ne pas avoir de douleur thoracique. S'il n'a pas du tout de douleur thoracique, le diagnostic, ça peut passer inaperçu. On va le retrouver au stade de complication. Ou bien, il n'a pas de douleur thoracique et que c'est la complication qui révèle tout de suite. Notamment, le patient peut avoir un équivalent de douleur thoracique. La dyspnée, par exemple, la dyspnée est un équivalent de douleur thoracique qui va nécessiter des explorations comme si on était devant une douleur thoracique. Ou bien, le patient peut venir. J'ai eu un cas il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, un patient qui a eu une syncope à domicile. C'est un patient qui est diabétique connu. Syncope à domicile, rapidement, on lui fait une glycémie. La glycémie était basse, donc hypoglycémie. Bon, hypoglycémie resucrée, mais malgré ça, le patient dit non, moi je veux aller à l'hôpital pour... Il va voir son cardiologue. Le cardiologue le voit, l'examine et il lui fait un tracé électrocardiographie. Le patient n'a jamais eu de douleur, hein. Il fait un électrocardiogramme et on a euh, un bloc auriculo-ventriculaire complet. Vous voyez, l'hypoglycémie peut expliquer le symptôme, la syncope. Le bloc auriculo-ventriculaire complet peut expliquer la syncope. Mais en plus de ça, sur l'électrocardiogramme, on a un sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur. Et on fait rapidement une coronarographie à ce patient-là. Il y a une occlusion de l'artère coronaire droite. Ce patient a été revascularisé. Il vit bien depuis ce moment-là. Allô?
Vous m'entendez? Oui, docteur, nous vous recevons. D'accord. Donc, on peut ne pas avoir de douleur et on retrouve le patient au stade de complication. Et cela se voit souvent chez les patients diabétiques et les patients très âgés qui ont une perte de la sensibilité de la douleur. Le diabète entraîne des troubles de la sensibilité de la douleur, donc ça concerne également le cœur. Donc, on a une perte de la sensibilité de la douleur. Et c'est pourquoi ces patients-là sont suivis de façon particulière, doivent être éduqués. Maintenant, quant aux mesures d'urgence, lorsqu'on est en périphérie, si le docteur est là, périphérie, ça dépend. Si vous êtes quelque part où le patient va mettre, je ne sais pas, ne peut même pas avoir accès à la ville, ou bien il est obligé de se déplacer à moto, je crois que nous tous, on a presque dans tous les milieux, il y a des anticoagulants et l'oxaparine de sodium. C'est très difficile de trouver les thrombolytiques parce que les thrombolytiques ne sont pas à usage courant. Vous n'allez pas trouver ça facilement. Mais vous aurez au moins les anticoagulants. Il faut anticoaguler le patient correctement à dose curative, 100 unités internationales kilo, 2 fois. Il faut mettre le patient sous anti-agrégant plaquettaire, notamment acide acétylsalicylique. Il faut le charger 300 mg d'acide acétylsalicylique. Soit vous l'avez par voie orale, il prend un par voie orale, ou bien vous le faites par voie injectable. De plus en plus aussi, vous avez du clopidogrel. Il faut charger également le clopidogrel, 600 mg de clopidogrel à donner aux patients, c'est 300 à 600, mais il faut charger 600 mg de clopidogrel aux patients. Déjà, vous le faites rapidement et je ne sais pas, hein, vous vous arrangez quand même pour l'envoyer dans un milieu cardiologique, si possible, en sachant que le délai peut être dépassé et l'appréciation du cardiologue va orienter s'il faut aller revasculariser l'artère ou pas. Si le docteur est là, je ne sais pas s'il a une précision particulière à me donner sur sa question. Ça me permettra de, de cibler son inquiétude. Merci. Merci, docteur. Alors, docteur Azuma, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, vous pouvez ouvrir et donner la précision. Ou si vous le voulez, vous pouvez écrire directement dans le chat. En attendant, je vais rapidement lire la question de Monsieur Désiré. Bonjour à tous les panélistes, bonjour professeur et merci pour votre présentation. On comprend que les douleurs thoraciques représentent un sujet complexe, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer un peu sur les douleurs digestives? Quelles en sont les causes? Comment se présentent les symptômes et comment se fait la prise en charge? Et aussi, quelles en sont les complications? Merci. Docteur, vous êtes Oui, oui, je remercie le collègue. Ma présentation est toujours visible, c'est ça? non, Non? Elle n'est plus visible? non, elle n'est plus visible. Il y a une coupure alors. Attendez, je vais refaire partage d'écran. Je pense que j'en ai parlé, hein. C'est parti. Au fait, les douleurs digestives, on les met dedans parce que ça a une projection thoracique en général. Si je prends le cas de rupture œsophagienne, par exemple, c'est un patient qui a fait énormément d'efforts de vomissement
Et vous allez voir que c'est une douleur qui est brutale, très brutale. Mais c'est une douleur que le patient ressent dans la zone rétrosternale basse, mais ça monte vers le cou et les mâchoires. C'est une douleur à type de soit déchirement ou de brûlure. Lorsque vous examinez, vous auscultez le patient, vous allez voir crépitation neigeuse. Donc, ça veut dire qu'il y a l'air qui passe sous la peau, dans le thorax, tout ça. Donc, vous allez avoir ça. Et vous, très rapidement, ça, c'est un contexte chirurgical. Hein, ça, c'est un patient à envoyer au chirurgien. Reflux œsophagien. Ça, nous tous nous savons. Ça, c'est un patient qui va avoir une brûlure rétrosternale. Il va vous dire que quand il est couché la nuit, il est réveillé par soit une remontée acide qui vient jusqu'au dans sa bouche, ou bien ben, le patient, il y a des patients qui ne vont pas avoir ça, mais plutôt ils se réveillent chaque matin et ont des douleurs au niveau de la gorge. Ils font de multiples consultations ORL, on dit il n'y a rien. Moi, je leur dis souvent de s'observer et un jour, ils vont se rendre compte que non, les aliments remontent et c'est ça qui brûle la gorge. Parfois, ça déclenche la toux. En plein sommeil, il commence par tousser, 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 il a mal dans la gorge. Ça, c'est un reflux gastro-œsophagien. Le spasme œsophagien, ça mime une douleur de coronarien, une douleur coronarienne, mais c'est que c'est la déglutition qui déclenche la douleur. L'ulcère gastro-duodénal, bon, quand on prend par exemple le reflux gastro-œsophagien, ça, les, il y a les médicaments qui vont agir sur la motricité digestive, qui va associer qui s'associe aux IPP. Le spasme œsophagien, je l'ai déjà dit, l'ulcère gastro-duodénal, ça, on le sait, c'est des douleurs à type de brûlure qui va dans le dos. C'est déclenché par la faim, quand le patient a faim, ou bien il prend les aliments acides, ou bien les aliments épicés, et ça a une périodicité particulière. Il faut faire une fibroscopie au patient, identifier vraiment la lésion, faire un prélèvement pour Helicobacter pylori et puis faire un traitement en éradiquant également l'Helicobacter pylori. C'est un peu ça maintenant les pancréatites. Vous savez, pancréatite aiguë, ça peut être une urgence. Hein. Pancréatite aiguë, le patient peut être dans un état de choc. Et on va confondre ça à un problème cardiaque. La douleur elle est épigastrique. Euh, le contexte, souvent, c'est des alcooliques. Souvent, c'est l'alcool. Donc, il faut là faire le dosage de la mélasémie, de la lipasémie et pouvoir. Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique lorsqu'on n'a pas une cause particulière. Il faut faire des traitements symptomatiques et laisser passer. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire. S'il y a certains qui veulent compléter, je suis vraiment ouvert. C'est bon, vous m'entendez? Oui, docteur, nous vous recevons. Merci beaucoup. Oui, docteur, c'est très bien compris. Merci pour les explications de la part du docteur Azuma. Pas d'autres questions dans le chat et pas de mail levé. Euh, d'accord. Je m'en vais sans plus tarder remercier le docteur Fassino pour cette brillante présentation et pour les différentes explications apportées. Je remercie également tous les participants pour l'écoute et l'attention soutenue et je vous souhaite un excellent week-end. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain pour un autre atelier. Au revoir. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, docteur. Excellent week-end à tous. Pareil.